Et avec vous, Younes Belfella. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ravi de vous retrouver aussi, enseignant-chercheur à Paris 8 et vous dirigez le centre de réflexion MedFocus, spécialiste du Moyen-Orient. Première question, bien peut-être à Georges Malbruno. La pression américaine sur Israël va-t-elle finir par payer? Et c'est ce que fait Joe Biden là quand il donne une date lundi. À partir de lundi, ça devrait être la trêve. Alors, on peut penser qu'effectivement, les Américains, et Joe Biden en particulier, veulent une trêve pour le Ramadan, qui commence le 10 mars. Et ça explique la pression qui est mise, les déclarations optimistes de Joe Biden. On sait aussi, moi j'ai écrit un article pour le Figaro de demain où j'ai appelé une source diplomatique au Caire qui est en lien avec les intermédiaires et qui me dit qu'il reste quelques points encore en suspens, notamment le retour des déplacés palestiniens qui sont aujourd'hui massés dans le sud, à Rafah, vers le nord. Et Israël s'oppose au retour notamment des personnes âgées entre 20 et 50 ans, parce qu'il a probablement peur d'un retour des combattants du Hamas dans cette région-là. Et puis aussi sur le fait que le Hamas exigeait un cessez-le-feu à la fin des 3 périodes de trêve vers lesquelles on s'achemine 3 fois 45 jours. Donc voilà, il y a des difficultés encore, mais on sent qu'il y a une pression forte, que les uns et les autres font des concessions et on peut espérer effectivement qu'il y ait une première trêve de 45 jours, 40 ou 45 jours, qui permettent des libérations d'otages israéliens et de libération de prisonniers palestiniens aussi. C'est un des points encore en suspens qui permettent ensuite de continuer à aborder d'autres sujets pour permettre la fin de cette guerre à Gaza. Younes Belfella. Même analyse que Georges Malbruno, c'est une pression américaine. Vous y croyez, vous, en ce lundi? On sera à Jérusalem dans un instant. Je crois que oui, parce que je partage le même point de vue de Georges Malbruno, parce que le fait de voir la pression américaine, c'était toujours la question, parce qu'il fallait quand même que les Américains réagissent. Mais ça ne marchait pas pendant un certain temps. On a vu les allers-retours du secrétaire d'État, ça a été long. Effectivement, parce que quand même Netanyahou, il voulait vraiment jouer une autre carte. Il a même misé sur le différend qui existe entre Trump et Biden et sur les élections américaines. Mais maintenant, il y a une volonté internationale et bien évidemment américaine de mettre un cessez-le-feu avec bien évidemment une trêve au moins pour le mois du Ramadan. Il y avait des discussions entre des services de renseignement, des réunions à Doha, au Caire et à Paris. Et ce qui fait que voilà, il y a un travail d'intermédiaire qui était intéressant pour amener à avoir un résultat. Maintenant, la question qui s'impose, parce que même le côté israélien, il savait qu'une offensive dans la ville de Rafah et dans toute la région de Rafah veut dire une menace existentielle pour les Égyptiens qui ont refusé complètement ça, au risque bien évidemment de faire un déplacement de la population gazaoui vers le Sahara du Sinaï, un projet totalement refusé, et en même temps ça aurait été bien évidemment catastrophique sur le plan de l'opinion publique. Donc c'était aussi une carte pour faire une pression sur le Hamas afin d'atténuer la pression et d'avoir aussi la question principale, ce qui intéresse maintenant les Israéliens, c'est la question des otages. En même temps, on voit qu'il y a avec ce processus, qu'il y a des changements politiques qui commencent un petit peu à se profiler dans l'horizon. C'est le changement de gouvernement de l'autorité palestinienne hier. Ça montre quand même une étape par rapport à un processus voulu par les Américains de changer l'autorité palestinienne, voilà, dirigée par Mahmoud Abbas, 88 ans et très âgé, et même aussi une autorité qui est décrédibilisée aux yeux des Palestiniens. Et en même temps, il y a une volonté de la part des pays arabes qui l'ont manifesté, principalement l'Arabie Saoudite et même les autres pays du Golfe, de normaliser les relations avec Israël, mais en trouvant une solution de la question palestinienne. Alors, sur place, on retrouve notre correspondante Agnès Varamian. Vous en parliez tous les deux. Comment les Israéliens réagissent-ils à cette déclaration du président américain? Une trêve lundi est-elle possible? Agnès, on vous écoute. Écoutez, c'est sans doute le rôle du président Biden d'être optimiste, mais vu d'ici, une trêve dans quelques jours paraît hautement improbable, tant les divergences entre les partis sont encore immenses. Alors, les deux belligérants se sont entendus en effet pour échanger 35 à 40 otages contre 300 à 400 prisonniers palestiniens, dont certains condamnés à de lourdes peines pour terrorisme. Et ça, c'est une concession israélienne. Mais en échange, le gouvernement de Netanyahou demande d'avoir la liste des otages
encore vivants à Gaza et pour l'instant, pas de réponse du Hamas. Le Hamas qui, par ailleurs, s'arc-boute sur l'une de ses demandes. Il veut que la trêve débouche sur la fin de la guerre et pour le gouvernement Netanyahou, eh bien, il en est hors de question. Un cessez-le-feu ne ferait que retarder de toute façon une intervention de ses troupes dans la ville du sud de la bande de Gaza, la ville de Rafah. Alors voilà, les discussions continuent à Doha, au Qatar, mais pour l'instant, pas de résultats concrets. Voilà, et vous avez prononcé un des mots-clés sans doute de ce qui se négocie en ce moment, c'est le Qatar. Est-ce que cet homme qu'Emmanuel Macron reçoit en visite d'État et à qui il a serré la main tout à l'heure sur le perron de l'Élysée, je parle bien sûr de l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, reçu ce soir, dîner d'État également donné en sa faveur. On sait que c'est un des interlocuteurs du Hamas, le pays qui héberge aussi son visage politique. Camille Plaisant, vous êtes à l'Élysée, Camille, et vous revenez sur cette soirée qui sera sans doute aussi clé dans ces discussions qui sont en cours pour tenter d'obtenir une trêve au Proche-Orient. Oui, tout à fait, Patricia. Vous l'avez dit, un dîner d'État organisé juste derrière moi au Palais de l'Élysée, dans les salons privés du président de la République. Emmanuel Macron, vous l'avez dit, qui reçoit l'émir du Qatar, qui est en visite d'État en France. Il est arrivé tout à l'heure pour 2 jours. Il était attendu tout à l'heure au Palais de l'Élysée à 16h pour s'entretenir avec le chef de l'État, suivi de la signature d'accords et évidemment de ce fameux dîner. Dans les discussions, on imagine forcément qu'il sera question de la situation au Proche-Orient, de la guerre entre Israël et le Hamas, puisque vous le savez, vous l'avez dit, le Qatar est un acteur clé dans les négociations et dans l'éventualité, puisqu'il en est question avec vos invités depuis tout à l'heure, d'un cessez-le-feu dans la région, mais également de la libération des otages, un point clé et une priorité absolue pour le chef de l'État Emmanuel Macron, puisque ce soir, 3 ressortissants français sont toujours détenus dans la bande de Gaza par le Hamas. Merci beaucoup Camille. On va continuer cette discussion avec nos invités sur ce plateau. Georges Malbruno, vous avez beaucoup travaillé, enquêté, écrit sur le Qatar. Est-ce que l'émir Al Thani qui est reçu ce soir est la clé, peut-être plus que Joe Biden, ou l'autre clé c'est une de la clé, résolution, en tout cas du dialogue et de la pression sur le Hamas? Est-ce que ça passe par cet homme qui va dîner avec Emmanuel Macron ce soir? Bien sûr. Cher Tamim, l'émir du Qatar, a la clé, comme vous le disiez, des contacts avec le Hamas, avec Ismaël Haniyeh, le chef de la branche politique, avec Khaled Meshal, qui sont abrités à Doha. D'ailleurs, hier soir, avant de partir pour Paris, Tamim, l'émir du Qatar, a vu Ismaël Haniyeh. Donc, c'est le canal de discussion parce que le Qatar, comme vous le savez, abrite cette branche politique. C'est le seul pays, avec l'Égypte aussi. Les services de renseignement égyptiens ont des contacts avec le Hamas, mais le Qatar abrite chez lui. Il y a 2 mois, je suis allé voir Khaled Meshal à Doha et il était dans le quartier des résidences des ambassadeurs. Donc, ce sont des hôtes pour l'émir du Qatar. C'est très intéressant quand on dit ça parce qu'on ne s'en rend pas compte ici, mais c'est... Voilà, il se promène dans la rue, il a ses quartiers. Ils sont le Qatar un représentant diplomatique. Tout à fait. Le Qatar, depuis 25 ans, et avec l'aval des États-Unis, abrite les chefs du Hamas. Khaled Meshal est un ami personnel du père de l'émir actuel, et donc ils sont là-bas. Le Qatar a financé, finance encore, avec l'aval des États-Unis, et avec l'aval d'Israël jusqu'au 7 octobre, le Hamas. Donc voilà, le Qatar est le pays qui parle à tous les vilains de la terre auxquels on ne parle pas. Donc, comme on ne parle pas au Hamas, il faut bien qu'on parle au Qatar. Et dès le 8 octobre, avec la détention de plusieurs centaines d'otages israéliens à Gaza, Emmanuel Macron a appelé l'émir du Qatar parce que l'émir du Qatar a la capacité de relayer des messages. Il n'est pas décisionnaire, mais enfin, en tout cas, il peut mettre la pression sur les représentants du Hamas à Doha, qui eux aussi,
parce que c'est comme ça que ça se passe. Mettre la pression Gaza. sur Yahya Sinwar, qui n'est pas forcément du même avis qu'eux, parce qu'il est dans les tunnels et c'est lui qui est responsable de l'attaque terroriste du 7 octobre. Donc le Qatar est un acteur incontournable dans cette crise. Alors, Younes Belfella, vous connaissez aussi ça sur le bout des doigts. Du coup, pourquoi ça met autant de temps? Est-ce que c'est la pression américaine sur Israël, la pression du Qatar sur le Hamas va aboutir elle aussi? Parce qu'il faut que les deux soient d'accord pour que lundi, le feu s'arrête. Tout d'abord, je précise qu'effectivement, le Qatar héberge le Hamas, mais il le finance également. Et je souligne sur le mot financer qui est un point très important. C'est-à-dire que ce financement qui se fait du Qatar, effectivement, avec d'autres mouvements de l'islam politique, parce que c'était le cas d'ailleurs, elle a hébergé le Taliban, elle a hébergé d'autres mouvements. C'est un grand parrain des frères musulmans. M. Malbron le connaît ça parfaitement. Et effectivement, il y a tout un travail du Qatar en liaison avec ces organisations. Maintenant, Mais est-ce que ça aboutit? Est-ce qu'on a avancé? Il y avait des réunions à Paris, il y a eu des réunions en Égypte. Mais bien sûr qu'il y a un avancement, parce qu'on a eu une première étape déjà, qui avait une trêve, il y avait une libération d'une première, je dirais, vague d'otages, qui est à peu près 80 otages normalement. Donc quand même, il y a un rôle qui est joué là-dessus. Maintenant, moi, je me questionne pas seulement sur le rôle du Qatar, je me questionne sur la façon de faire ça. C'est-à-dire que le Qatar, quand on lui pose des critiques sur pourquoi vous financez le Hamas, la réponse, c'est qu'on a fait ça en accord avec les Américains et avec Benjamin Netanyahu. Et c'était la réponse qui était donnée des Qataris, pas seulement pour les dirigeants d'État, mais même pour les instances juives aux États-Unis et en France, d'une façon extrêmement claire. Maintenant, la question qui s'impose, si on accepte ce rôle, c'est-à-dire qu'il y a... Bon, je ne m'interroge pas sur la question éthique, mais au moins, il faut à certains moments se poser la question sur la contrepartie du Qatar par rapport à ce rôle joué. C'est-à-dire que la visite d'aujourd'hui en France, qui est une visite d'État, la visite la plus classée, normalement la plus élevée dans la classification protocolaire, après la visite officielle et la visite de travail, elle vient en contrepartie de quoi? C'est ça la question. C'est des contrats, c'est de l'argent, c'est de l'aide militaire. C'est des contrats, oui. Et c'est un processus aussi de scandale. Il y avait le Qatar Gate, il y avait la question de la Coupe du Monde, il y avait des dossiers concernant le PSG, concernant Nasser Al-Khelaifi, concernant pas mal de personnalités qataries en France. Ils sont tous les deux invités, en tout cas le patron du PSG et Kylian Mbappé sont invités ce soir au dîner d'État. Et il y avait aussi des questions d'implication du Qatar sur des dossiers d'ingérence en France. Maintenant, il y a une visite, donc bien évidemment, il y aura le sujet du Gaza comme étant un sujet principal, mais il y a aussi la question des relations bilatérales. Mais cette approche, au moins française, qui m'intéresse, par rapport à ces relations vis-à-vis du Qatar, c'est-à-dire on laisse le Qatar faire ce qu'elle veut en fait sur la question de l'islam politique ou sur les questions d'ingérence, et en contrepartie, on accepte de passer à la caisse pour avoir des dossiers et des diplomaties d'affaires. Oui. Sur la question de l'islam politique, justement, Emmanuel Macron, dès son élection en 2017, a dit à Tamim, ça suffit. Plus de financement via Qatar Charity, par exemple une ONG qatarienne qui finançait, on l'a révélé dans Qatar Papers, 25 associations islamiques. Donc il y a eu un holà. Avant, sous Nicolas Sarkozy, qui était le grand allié du Qatar, et François Hollande, il y avait, comme je dirais, la porte était ouverte. Et là, il faut rendre grâce à Emmanuel Macron sur ce point-là. Il a dit stop. Et ça a marché à 95%, parce que le Qatar a continué, mais quand même ça a marché. Mais j'entends souvent le Qatar, il faut arrêter, rompre les relations diplomatiques, je ne sais quoi. Le Qatar n'est pas un paria. Effectivement, il y a une zone d'ombre, c'est ce qu'on dit souvent dans nos livres. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il en faut bien un qui parle au vilain à un moment donné, parce qu'il est utile aujourd'hui, non ? Bien sûr. Et il le fait avec l'aval, et encore une fois, avec l'assentiment des Américains. Il faut quand même rappeler que le Qatar abrite la plus grande base américaine au Moyen-Orient, que le Qatar jouit du statut d'allié privilégié non membre de l'OTAN accordé par les États-Unis. Donc oui, le Qatar, effectivement, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, c'est 80% une success story qui est due non pas à l'émir qui est reçu aujourd'hui par Emmanuel Macron, mais par son père, et puis il y a 20% de zone d'ombre, ce sont ses liens avec les mouvements islamistes, son financement parfois par des individus privés, mais avec quand même une certaine bienveillance d'autorité, des groupes terroristes, etc. Mais ils font le sale boulot que personne d'autre ne veut faire. Les talibans, le Hamas, des libérations d'otages, les frères musulmans, etc. Enfin, là, voilà. Donc, et le Qatar, surtout, achète de l'influence.
Et il en a beaucoup. C'est ce que Vous avez disait, parlé oui. du Qatargate. On a vu que finalement, un an après, ça fait pchit. Pourquoi ça fait pchit? Parce que grâce à l'influence qu'il a acquise en Belgique, en France, en Europe, eh bien, il est capable de désamorcer des toute la bombes à problématique. retardement. C'est toute la problématique parce que quand on voit, alors, je dirais dans la définition d'un État pour le Qatar, 300 000 personnes en démographie, une chaîne de télévision et beaucoup d'argent, Voilà. avec une base militaire américaine. C'est ça la définition du Qatar. Parce que ça sera vraiment très difficile de citer des intellectuels du Qatar. Et vous connaissez bien le monde arabe. Il y en a plusieurs pays qui sont plus influents, qui étaient même plus influents que le Qatar. Maintenant, la question qui s'impose, Moi, je voudrais juste revenir, il reste une minute, Oui. je voudrais juste revenir sur Gaza, là, maintenant. Georges Malbruno disait, c'est l'islam politique. C'est Yehia Sanwar qui est dans les tunnels, qui, lui, va aussi décider de ce qui va se passer. Est-ce que Qatar plus Israël suffit aujourd'hui pour résoudre, Qatar plus Amérique plutôt, suffit pour aboutir à une trêve lundi, qu'on revienne à quelque chose de très concret? Non, ça suffit pas, mais il y a un processus qui va s'engager parce que côté israélien, même si des gains ont été acquis au plan militaire, on voit bien quand même que le Hamas n'a pas été éradiqué. Il y a une pression de l'opinion publique israélienne en faveur de la libération des otages. Et côté Hamas aussi, quand même, ils ont été affaiblis. Le Hamas, simplement, il faut que Netanyahou, lui, le Hamas, pardon, dit « je veux un cessez-le-feu complet ». Etc. Netanyahou dit « je ne veux pas de cessez-le-feu, je veux une libération d'otages avant ». Il faut simplement arriver à jouer sur les mots, qu'il y ait une trêve multiple, 45 jours, plus 45 jours, plus 45 jours, c'est ce qui se trame et qui permettent au Hamas de sauver les apparences et à Israël aussi de dire pas de cessez-le-feu, mais trêve sur une plus longue durée. D'une façon très concrète, Israël a échoué dans sa stratégie qui a été annoncée de la destruction militaire de Hamas. Ça ne marche pas jusqu'aujourd'hui, d'accord? Donc il fallait une solution par rapport à cette situation actuelle. Bon, il y a des élections aujourd'hui municipales en Israël, ça peut nous donner un indicateur par rapport à une composition, on va dire, de la scène politique israélienne. Mais maintenant, oui, il y a une volonté d'avoir une solution. Certainement, le Qatar ou les États-Unis ou la France ou d'autres pays peuvent jouer un rôle de faire une certaine influence pour arriver à cette fin de guerre. Maintenant, d'un point de vue très macro, ça ne sera pas la dernière guerre dans le Moyen-Orient. Tant qu'il y a cette tension très élevée, tant qu'il y a un acteur principal qui s'appelle l'Iran, tant qu'il y a une influence russe dans le Moyen-Orient, on aura toujours une tension. Il faut juste voir les autres proxys de l'Iran au Liban, en Irak, en Syrie, pour comprendre cette composition. C'est-à-dire que ce qui était fait le 7 octobre concrètement, c'est que Israël a été touché dans sa force de dissuasion. Et donc maintenant, c'est qu'il faut attendre à voir d'autres mouvements dans cette région qui peuvent attaquer Israël ou des intérêts de l'Occident dans cette région. Merci beaucoup, Younes Belfella.